2024, ça a été l'année de la dépense. J'ai un peu acheté beaucoup de matos photo sans forcément réfléchir aux conséquences désastreuses que ça avait sur l'économie de la Suisse. Je pense qu'il est temps maintenant que je mette en vente tout ce que je peux mettre en vente, tout ce que je n'utilise pas, dans le but de réinvestir dans du nouveau matériel et des nouveaux systèmes à tester, surtout et principalement pour pousser ma curiosité et pour garder un peu de contenu pour cette chaîne YouTube aussi. On dézoome. Aujourd'hui, j'ai décidé que plutôt que de vous faire une vidéo où je vous présente ma collection d'appareils photo que j'utilise en ce moment, que j'allais plutôt, justement, vous faire un petit tour du matos que j'ai décidé de vendre et que j'ai réuni dans ce joli carton. Si ça ne tenait qu'à moi, je garderais tout ce matos. Je continuerai à l'empiler sur mes étagères, je le garderai pour moi. Éventuellement, je le prêterai ou même je le louerai, je ne sais pas. Mais malheureusement, je ne peux pas faire ça. Financièrement, je ne m'en sors pas. Et aussi, tout ce matériel qui a beaucoup de potentiel et qui n'est pas utilisé, c'est juste déprimant et triste. Et ça me fait personnellement chaud au cœur de m'imaginer que ces appareils, qui sont en bon état, seront encore utilisés dans le but de créer de superbes images. Voilà, j'ai fait quelques investissements ces derniers temps dans du matériel un peu plus cher et je me retrouve malheureusement obligé de me séparer de tout ce que j'ai ici. On va donc voir de pourquoi je me débarrasse de tels et tels appareils et pourquoi pas d'autres. Attention, avant d'aller plus loin, ces appareils ici présents seront mis en vente sur des sites d'occasion et/ou des sites spécialisés. Si vous voulez me les acheter, c'est trop tard. J'ai fait une vidéo très récemment sur l'achat d'occasion de matériel photo et j'ai expliqué dans cette vidéo que moi personnellement je n'achète pas d'appareils photo à des photographes car ils font des prix trop chers. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je vais bien entendu mettre en ligne ces appareils avec des prix relativement élevés, des prix qui sont très proches, voire des fois même supérieurs à ce qu'a été acheté ce matériel. Mais je connais le potentiel de ce matériel et je garantis en soit que c'est du matériel qui fonctionne et qui est en bon état, qui a été plutôt bien traité. Ça, c'est l'avantage quand tu achètes du matos à un photographe, c'est que tu sais que tu peux tomber sur un truc qui fonctionne, quoi. Bref, on ne va pas tarder. Le premier truc que je vends, c'est un objectif Sigma, qui est un 18-35 1.8 en monture Canon. Mon but ici, c'est pas d'être là, oh regardez, je vous le vends, ta. Mon but ici, c'est qu'on parle du coup de ces boîtiers et de ces appareils et de pourquoi je les vends. Et cet objectif est l'objectif principal qui m'a filmé sur cette chaîne YouTube au début de l'année passée jusqu'à probablement, je sais plus quand, septembre ou un truc comme ça, où je suis passé à un autre objectif qui n'est d'ailleurs pas actuellement sur ma caméra. En fait, j'utilisais le Sigma 18-35 1.8 qui est un objectif conçu pour l'APS-C ou le Super 35 sur ma caméra Canon Super 35 qui me filme maintenant. Et à un moment donné, j'ai décidé d'acheter à la place le Sigma 24-35 f2 qui est fait pour le plein format que je peux aussi utiliser sur mon 5D. J'ai donc acheté un réducteur de focale pour la caméra Canon. Cet objectif n'est donc plus d'utilité pour moi, mais c'est toujours un objectif que je recommande autant. On a vu beaucoup de gens, surtout en vidéo, parler du 18-35 de chez Sigma. C'est un objectif extrêmement compétent pour la photo aussi, qui est très bien optimisé pour l'APS-C et qui vous permet de faire des photos dignes de la qualité d'un plein format sur un APS-C. Et c'est ça qui est intéressant avec cette optique et c'est pour ça que je l'avais choisi. Deuxième objectif que je vends, et franchement j'ai pas grand chose à dire dessus, mais c'est un objectif pour les Pentax 67. Celui-là je ne vais pas le vendre très cher, je ne l'avais moi-même pas payé très cher du tout. C'est un 200 mm f4, équivalent plein format plutôt d'un 100 mm f2. Ça peut être sympa pour le portrait, ça peut être sympa pour la repro, ça pourrait faire de la macro avec une bague à longe, je pense, mais c'est un objectif que j'ai jamais réellement servi. C'est pas une longueur de focale qui est très pratique pour moi. Et l'ouverture de f4 est très correcte sur du format 6.7, mais pas exceptionnelle, ce qui fait que malheureusement, chérie, tu t'en vas. Littéralement, ça fait 5 ans que je l'ai pas utilisé. Et quand je l'ai utilisé qu'une fois. Vous allez me détester pour le prochain, mais j'ai décidé de vendre un appareil que je n'ai même pas encore pris le temps de tester sur cette chaîne YouTube. J'avais envie de le tester, mais je ne vais pas le garder plus longtemps et je pense que je ne vais pas réussir à le garder suffisamment longtemps pour le tester correctement. Et c'est mon Hasselblad X1D Mark II sur lequel j'ai l'objectif 55 mm que je vais aussi mettre en vente.
Et ça, c'est un des appareils photo les plus chers que j'ai jamais possédé. Alors sur le marché d'occasion, ça vaut plus du tout autant cher que ce que ça valait quand c'est sorti il y a à peine 6 ans. Pour moi, il y a 6 ans, c'est il y a pas très longtemps, hein, vous avez compris. C'est un appareil photo moyen format numérique, très compact et relativement léger. C'est un des appareils photo moyen format les plus compacts et les plus légers du marché. Il est relativement plus petit et plus compact que mon Fujifilm GFX 50R. Et il est relativement plus compact et plus léger que son successeur direct, le X2D. Ce qui est pour moi un gros avantage. Autre avantage qu'il a sur le X2D, c'est le port pour carte mémoire SD, que le X2D a malheureusement perdu. Les cartes SD, c'est beaucoup plus pratique pour moi, surtout que j'ai un adaptateur carte SD intégré dans mon MacBook. Et malheureusement, je m'entends pas avec cet appareil. Si je trouve que les fichiers peuvent être magnifiques, je suis pas ultra fan. Déjà, dans Lightroom, les couleurs sont pas dingues. C'est beaucoup mieux si tu utilises Focus, l'application de Hasselblad, et j'ai vraiment pas la motivation d'utiliser Focus alors que j'ai 13 ans, 13 ans d'arriéré dans Lightroom. J'ai vraiment pas envie de bouger sur Focus maintenant. Le capteur dans cet appareil est absolument sublime. C'est le fameux capteur de 50 millions de pixels dont on a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne YouTube, qui fait des photos incroyables, mais malheureusement, j'ai déjà mon Fuji qui a ce capteur et j'ai pas besoin de 2 appareils avec le même capteur. Et c'était difficile pour moi de choisir le Fuji plutôt que le Hasselblad parce que l'ergonomie du Fuji est pas incroyable. Enfin, le Hasselblad est vraiment très très agréable en main. Le Hasselblad est aussi très très beau et on sent que c'est un appareil un peu premium et bien foutu. Malheureusement, moi j'ai un gros souci avec ce Hasselblad. C'est un souci tellement grave pour moi que j'ai eu tout un échange de mails avec Hasselblad et j'ai enfin eu la confirmation cette semaine que Hasselblad était réellement en train de développer une solution, qu'on aurait bientôt plus d'informations via leur site web. Mais je trouve que la visée électronique de cet appareil, que ce soit dans le viseur ou sur l'écran, est abominable. Elle est abominable parce qu'elle est beaucoup trop contrastée et qu'on voit que dalle. Et on ne peut pas la customiser comme sur le Fuji où on peut choisir plusieurs paramètres permettant d'obtenir une visée plus agréable et naturelle. Voilà, il va pas me manquer dans l'état où il est, voilà, ça c'est dit. Il va pas me manquer, puisque je n'apprécie pas l'utiliser. Mais je suis quand même triste de m'en séparer, parce que c'est un appareil qui est beau, que j'ai rêvé avoir pendant longtemps, que j'ai enfin acheté. Et j'ai été en fait très rapidement déçu. Et le garder plus longtemps, ça fait que aggraver ma colère que j'ai envers ces appareils et envers le fait que Hasselblad c'est plus que c'était. Prochain objet que je mets en vente, et ça va être rapide, le 50 mm 1.8 de chez Canon. Pourquoi je vends cet objectif? Eh bien tout simplement parce que j'en ai 2 et j'ai pas besoin d'en avoir 2. Pourquoi j'en ai 2? Parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'acheter des appareils photo et cet objectif était inclus dans le kit. Et le kit était moins cher que l'appareil photo seul. Donc j'ai pris le kit, puis je revends l'appareil et je suis gagnant. Résultat, c'est pas la première fois que je me sépare d'un de ces petits bijoux. Je crois que j'en ai déjà vendu 2 ou 3, j'en ai même offert à des amis de temps en temps, puisque c'est vraiment des objectifs qui sont assez importants et utiles dans la gamme Canon, que vous fassiez de l'argentique ou du numérique. C'est un 50 mm, moi j'adore le 50 mm. Si vous avez un appareil APS-C, c'est un très bon objectif à portrait, qui devient donc l'équivalent d'un 80 mm. C'est un objectif lumineux qui coûte pas cher, que je vais vendre pas cher. Et on est ici sur sa version STM plus récente, moins de problèmes avec le moteur d'autofocus, une bague en métal au lieu d'être en plastique. Si vous avez un appareil Canon EF, peu importe lequel, vous devez d'avoir ce 50 mm ou un autre 50 mm, mais c'est ça qui est le plus étonnant, c'est que de tous les 50 mm Canon en bague EF, c'est celui-là le meilleur. Prochain objectif que je vends, et c'est un objectif que j'ai pas testé, enfin, j'ai un certificat qui fonctionne, puisque c'est un objectif qui a été révisé par Mamiya, enfin par ce qui reste de Mamiya. Donc j'ai un certificat qui fonctionne, mais je l'ai personnellement pas utilisé parce que c'est une focale qui m'intéresse pas. Et c'est le 65 mm f4 de chez Mamiya pour la monture Mamiya 7, donc pour les appareils photo télémétriques argentiques Mamiya 7 et Mamiya 7 II. Là c'est pareil, j'ai acheté un kit Mamiya 7, j'étais intéressé uniquement par le 80 mm et le kit m'est revenu avec un 80 et un 65. Et j'étais là, au début, écoute, je vais garder le 65.
Et au final, maintenant je suis en train de me dire non, je vais le vendre parce que je vais clairement pas l'utiliser. Je suis pas intéressé par cet objectif pour le moment. Est-ce que je vais regretter plus tard de l'avoir vendu et je risque d'en acheter un nouveau? C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et enfin, là, on arrive au moment le plus sérieux, le plus intense, le plus triste de la vidéo, puisque c'est le moment où j'ai décidé, malheureusement, de me séparer d'un de mes appareils photo préférés, toutes marques confondues, tout type confondu. Et ouais, et c'est bien entendu mon Pentax 645Z, qui est toujours, selon moi, un appareil photo extrêmement sous-coté. C'est un appareil photo exceptionnel. C'est donc un moyen format, mais c'est un réflexe numérique. Et dans les réflexes numériques moyen format, on est sur un des plus légers jamais conçus. On est sur un des plus solides jamais conçus. On est sur un des plus faciles et abordables jamais conçus. Et on est sur un appareil extrêmement intéressant. J'ai vu quelqu'un récemment sur Threads être content de s'offrir le 645D, qui est le prédécesseur, et qu'il l'a payé 2800 € avec un objectif. Ça, c'est le 645Z, donc on est sur un capteur CMOS, ce qui est ultra intéressant selon moi. Ok, les capteurs CCD, ils ont leur charme, c'est assez beau, c'est chouette, c'est cool, mais c'est tout sauf pratique. Les capteurs CMOS vous offriront, comme dans celui-ci, très souvent des fichiers beaucoup plus flexibles, une bien plus grande plage dynamique, je parle d'expérience, et surtout une très bonne sensibilité en basse lumière. En l'occurrence, le capteur de 50 millions de pixels qu'on a dans ce Pentax 645Z, qui est le seul capteur CMOS de 50 mégapixels moyen format qu'on a jamais produit, qui est le même capteur qu'on a dans le Hasselblad présenté juste avant et dans mon GFX 50R. C'est un capteur qui est absolument sublime et qui, encore aujourd'hui, sur DxO, est inscrit avec la note la plus élevée qu'on a jamais donnée à un de ces capteurs. Le capteur actuel des Hasselblad et GFX n'étant pas listé, mais vu qu'on sait qu'il descend du capteur de 61 millions de pixels Sony, qu'on a dans leur plein format, et qu'on sait que celui-ci est aussi moins bien noté sur DxO que les capteurs dont descendent ceux-ci, eh ben, il y a de fortes chances qu'effectivement, ce capteur soit mieux noté sur DxO, aurait été mieux noté sur DxO que le capteur actuel. Cependant, DxO, ça veut absolument pas tout dire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait des photos à 102 400 ISO sur ce boîtier, ce qui est absolument impensable, et que ces photos sont propres. Alors, elles sont granuleuses, oui, mais le grain est très beau. J'ai pas eu besoin d'utiliser aucune intelligence artificielle ou peu importe pour rendre ma photo plus propre. J'ai pu me débrouiller. Et je suis très content du résultat. Et je recommande cet appareil toujours autant. Surtout si vous vous en trouvez un à bon prix. Moi, je le vends avec un 45 mm. Je le vends aussi avec un 55 mm autofocus, le 45 étant manuel uniquement. Ce 55 mm est l'optique par défaut qui vient avec. C'est un peu la focale standard, genre littéralement. C'est un 55 mm, c'est la focale standard. Et c'est un objectif récent, efficace, performant, que je recommande beaucoup. Donc, sera vendu avec, bien entendu. Et j'inclus aussi, moyen négociation, un 75 mm, 75 en France, qui, lui, a des petits problèmes. C'est pour ça que je vais pas vraiment le vendre séparément. Ou si je le vends pas cher. C'est un des rares trucs sur lequel je me suis un peu fait arnaquer sur eBay. Parce que il était listé comme testé, fonctionnel, tout ce que tu veux. Et quand il est arrivé chez moi, il a des problèmes. Le problème n'est pas très grave, on n'arrive juste pas, pour X raisons, à utiliser le diaphragme automatique, alors qu'on est censé, mais diaphragme manuel fonctionne totalement. Donc tant qu'on expose en manuel ou en priorité ouverture, pas de souci avec cet objectif. Je me dois quand même de signaler ce problème, et c'est pour ça que je préfère l'offrir à la personne qui m'achète le Pentax 645Z s'il est sympa, que de le vendre séparément en le listant comme défectueux. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai de mon carton. Il me reste les accessoires divers et variés. Pour le Hasselblad, j'ai les boîtes. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo sera un minimum intéressante quand même. La lumière est bancale. C'est normal, j'avais envie. J'ai envie de tester un truc, j'ai envie de tester un autre façonneur. Et c'est un peu, bam, le soleil dans la gueule. Pourquoi pas. Merci d'avoir regardé. Quels sont les appareils que vous avez possédés? Beaucoup du matos que je vends ici, je préférerais ne pas le vendre. Spécifiquement le Pentax. Mais j'ai choisi de le vendre plutôt que le Fuji, parce que le Fuji a quand même un certain nombre de petits côtés pratiques, et parce que, comme je l'ai teasé en début de cette vidéo, j'ai obtenu un Mamiya moyen format
qui est moins performant car plus vieux, mais me donne les mêmes vibes et la même énergie que j'aime et que je cherche sur ce Pentax. Et mon idée serait, à l'avenir, d'améliorer le Mamiya en mettant à jour son dos numérique vers un dos plus intéressant. Et c'est entre autres aussi pour ça que je vends tout ça. Parce que peut-être que si le Mamiya hérite d'un dos numérique plus récent, je peux récupérer la qualité et ce que j'aime avec mon Pentax sur le Mamiya. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vendre le Pentax plutôt que le Fuji. Le Fuji a quand même un certain nombre d'utilités pratiques puisque c'est un hybride. Et que là, en l'occurrence, il est posé là et je l'utilise comme webcam. Alors avoir un Fuji GFX comme webcam, c'est un peu stupide. Ça marche surprenamment bien parce que c'est une des premières générations qui n'a pas de stabilisation optique. Résultat, il surchauffe pas. Il peut rester des heures branché, pas de problème. Il chauffe même pas un peu, hein. Et la qualité d'image est vraiment superbe pour une utilisation type webcam, live sur Twitch, etc. Truc cool avec le GFX aussi, c'est que celui-ci a une prise d'alimentation. Donc il est branché en permanence à l'électricité. Merci d'avoir regardé, à bientôt.